Bonjour, chers amis. Pour terminer avec cette question de l'éducation, tout ce que nous avons déjà abordé, le rapport à la liberté, le rapport aussi avec l'amour, la vérité, voilà tout ce qui constitue des bons principes, des façons de réfléchir pour chercher d'abord le bien de nos enfants dans l'éducation. Il y a un dernier sujet qui me semble important parce qu'il semble prendre de plus en plus de place dans la vie familiale. Il en prend déjà beaucoup dans la vie conjugale. Mais dans la famille, il faut commencer par cela. Sans doute que parce qu'il y a aussi une actualité qui se fait maintenant de plus en plus récente concernant l'usage des écrans. Alors les écrans, c'est aussi bien les portables, les téléphones portables, c'est aussi les tablettes qui sont assez développées. Et puis il y a aussi plus généralement cet écran qui est chez nous, qui se passe par l'ordinateur, et puis aussi même la télévision, parce que la télévision est de plus en plus en même temps aussi un ordinateur ou un support pour beaucoup de conversations, de rapports aux réseaux sociaux, voilà, tout ce monde-là qu'on appelle aussi le monde du numérique, qui a de plus en plus d'importance. Il y a des familles où il y a de nombreux écrans, des écrans personnels ou des écrans partagés par toute la famille. L'Australie vient d'interdire l'usage des réseaux sociaux aux adolescents de moins de 16 ans. C'est le premier pays qui a osé faire ça. Et puis il y a une proposition de loi, il y en a même deux dans notre propre pays, qui suggèrent une mesure analogue pour les moins de 15 ans. Et ces projets sont actuellement tout à fait en ce moment discutés dans nos instances nationales. L'éducation nationale n'a pas effectivement fait de l'usage des écrans un absolu. Pourtant, c'est très employé dans beaucoup de collèges ou de lycées. Et c'est aussi parce que théoriquement, dans les collèges, les portables ne sont pas admis, que les jeunes peuvent faire ces coupures, ces césures bien nécessaires dans leur vie pour qu'ils ne soient pas en permanence collés à un écran. Alors que dire de ça? Parce que c'est évidemment un rapport très très fort avec l'éducation. Nous éduquons des hommes, nous n'éduquons pas simplement des êtres humains capables de se servir de tout ce qui est à leur portée. Donc l'éducation n'a pas cet aspect technique, mais c'est parce que l'on vise plus. On vise la santé profonde, le bien-être aussi de l'être humain. Déjà, Jacques Ellul pouvait dire, à propos de ce qu'il appelait les nouveaux possédés, ceux qui sont possédés par ces technologies, ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais c'est le sacré que l'on transfère à la technique, qui nous empêche d'avoir une fonction critique et de la faire servir au développement humain. Vous voyez, on est en plein dans le sujet. L'éducation, c'est le développement humain, et quelle est la part que la technique peut apporter à ce développement humain? On sait que le temps que passent les enfants, spécialement plutôt les adolescents, le temps qu'ils passent devant un écran, ça empiète sur leurs apprentissages essentiels. D'abord leur développement physique. On dit que cette jeunesse-là fait peu de sport, en tout cas de moins en moins. Mais c'est aussi psychique par ce regard qu'ils portent sur le monde, qui n'est que à travers leurs réseaux sociaux. Et enfin social, parce qu'il y a une part de désocialisation. Est-ce qu'on se fait de bonnes amitiés avec des écrans, avec des TikTok, etc. Est-ce que c'est de cet ordre-là? En tout cas, ils passent, les adolescents, de 6 à 9 heures par semaine, et certains passent plusieurs heures par jour. Mais c'est aussi parce que les ados montent jusqu'à 17 heures par semaine. Je disais les enfants 6 à 9 heures, les ados 17 heures, les parents eux sont au double, 36 heures. Et bien sûr quand c'est un instrument de travail, ça peut monter bien sûr à 56 heures. Voilà tout ce temps que nous passons sur des écrans dans la famille.
Bien sûr, certainement plus par les adultes que par les adolescents. Mais la part des adolescents est en croissance. Et c'est celle-là qui pose une véritable question. Vous voyez bien que les adolescents ont tendance à se refermer sur leur smartphone. Et donc, une famille où chacun est sur son smartphone, on se demande pourquoi ils sont ensemble. Et c'est bien l'usage excessif des écrans qu'il faut viser. Cet usage qui fait qu'il y a aussi des conséquences, que des études maintenant, de plus en plus nombreuses et de plus en plus sérieuses, des études sur les conséquences de l'usage excessif des écrans. Il y a d'abord chez les adolescents la gestion des émotions. L'adolescent n'est pas encore en capacité de gérer parfaitement ses émotions. Il n'y a pas un contrôle émotionnel qui est, comme chez l'adulte, parfaitement maîtrisé. Et donc, ils sont incapables de gérer certaines émotions, ils les gèrent mal. Or, ce qu'ils reçoivent dans leurs petits écrans les sollicite énormément sur leurs émotions. Notamment, il y a des facteurs d'angoisse qui peuvent beaucoup grandir avec ça. Une autre chose incontestable, c'est que le sommeil est de moins bonne qualité quand on fréquente beaucoup des écrans. Et surtout, bien sûr, surtout le soir. Donc les ados dormiraient, paraît-il, de moins en moins et de plus en plus mal. Et il y a certainement un lien avec l'usage excessif des écrans. Ensuite, la désocialisation, parce que l'écran, c'est un rapport qui est très personnel, quelquefois même intime, et du coup, on se désocialise dans la famille avec ses frères et sœurs ou avec ses parents. Et puis, il y a aussi un effet au niveau de l'éducation, que l'usage trop prononcé des écrans semble diminuer la part de l'attention si importante dans la scolarisation. Voilà donc qu'il y a derrière cet usage des écrans la façon de fonctionner des plateformes, notamment dans les réseaux sociaux, les algorithmes qui sont le mode de fonctionnement interne de ces plateformes qui en fait renforcent l'opinion que nous avons des autres et du monde, parce que les algorithmes savent que nous sommes attirés par tel ou tel type d'article, de vision du monde, etc. Et donc à fréquenter régulièrement des écrans, et surtout pour s'en faire ses propres opinions, on est beaucoup plus conforté dans son opinion de base que véritablement ouvert à du dialogue et à recevoir d'autres opinions. C'est-à-dire que l'algorithme, il fonctionne beaucoup sur l'envie, l'attrait, la curiosité, mais pas sur le raisonnement, pas spécialement sur le raisonnement. C'est pour ça qu'il peut renforcer aussi, il peut renforcer des opinions sans les éclairer par une discussion, une argumentation. Et aussi, il peut évidemment renforcer les addictions, en particulier l'addiction à la violence et au sexe. Voilà donc des choses qui restent maintenant dans le domaine du rationnel. C'est parfaitement rationalisé. On peut savoir effectivement quelles sont les conséquences de cet usage excessif des écrans. Et c'est pour ça que l'éducation de nos adolescents doit tenir compte de ça pour sans doute les protéger leur développement, protéger leur bien-être. Être vigilant, c'est simplement aussi, là aussi, s'assurer du bien pour nos enfants. Et soyons aussi certains qu'il y a une grande porosité entre notre propre réaction aux écrans, notre propre usage. Il y a l'usage personnel, surtout si c'est dans le cadre de la famille, en présence des enfants, qui est très important parce que ça va faire exemple. Mais il y a aussi l'usage professionnel, et peut-être qu'en étant très vigilant à bien séparer les deux, on travaille pour le bien de la famille. Surtout qu'aujourd'hui, avec le télétravail, on peut facilement être à la fois dans son travail et en même temps dans des relations plus personnelles. Mais bien sûr qu'il y a ces impacts négatifs sur l'ensemble de la famille, pas simplement pour les adolescents, et ça veut dire que des règles strictes deviennent aujourd'hui nécessaires pour que les écrans restent des serviteurs et non pas des maîtres.
selon la dialectique bien connue d'Hegel, que les serviteurs finissent tôt ou tard par devenir des maîtres. Et vous voyez où je veux en venir, c'est ça qui assoit très très bien l'addiction aux écrans. Parce que quand l'outil devient un maître, c'est que nous sommes tout simplement devenus son esclave. Et c'est pour ça que ces règles que l'on peut se donner en famille peuvent être tout simplement des interdits, des règles très précises, pas de portable à table ou dans les chambres, ou à certains moments de la vie familiale. Tout ça se définit. Et bien sûr parce que ça va favoriser bien sûr des jeux, du dialogue, de la sociabilité. Ma croix d'aujourd'hui, l'aimer, l'embrasser, en répétant tout bas mon Dieu, je l'aime, ô divin Jésus. Ma volonté, toute ma faiblesse, tu les possèdes. J'ai confiance en ton appui, toutes nos douleurs, Jésus les partage. Toutes nos croix, il veut les fleurir. Toutes nos douleurs, Jésus les partage. Toutes nos croix, il veut les fleurir. Toutes nos douleurs, Jésus les partage. Toutes nos croix, il veut les fleurir. Toutes nos douleurs, Jésus les partage. Toutes nos croix, il veut les fleurir. Je veux aimer et faire aimer le bon Dieu de tous ceux qui n'ont pas, comme moi, le bonheur de l'aimer. Ô divin Jésus, ma volonté, toute ma faiblesse, tu les possèdes. J'ai confiance en ton appui. Toutes nos douleurs, Jésus les partage. Toutes nos croix, il veut les fleurir. Toutes nos douleurs, Jésus les partage. Toutes nos croix, il veut les fleurir. Alors il y a donc, par l'usage des écrans, c'est vrai aussi tout l'aspect ludique, le jeu qui peut s'installer, mais qui, voyez, parce que c'est pas sur un écran, c'est rarement un jeu collectif.
encore que ça peut se faire sur une tablette ou un écran de télévision, mais très souvent ces jeux sont tout simplement personnels, sur son petit écran personnel, et là on est désociabilisé. Le jeu en famille est tellement important, j'y crois beaucoup, mais justement parce que il favorise la relation entre les personnes, la connaissance aussi entre les personnes, parce que dans le jeu, nous nous mettons dans des situations qui nous éclairent beaucoup les uns sur les autres et qui renforcent aussi l'amitié ou l'amour fraternel. Donc le jeu est un aspect, mais il y a un aspect qui est plus courant, c'est l'aspect des réseaux sociaux. Alors là, c'est une socialisation numérique, c'est un peu un phénomène particulier. On entend les jeunes eux-mêmes qui ne sont pas si naïfs que cela. Ils en ont à la fois besoin, ils se demandent même le jour où ils n'auraient pas de portable, ils imaginent qu'ils ne pourraient plus vivre, sans doute. Il y a cette première réaction. Et c'est vrai qu'en même temps, certains jeunes savent mieux se débrouiller que d'autres, ils savent discuter, s'envoyer des vidéos, mais sans en être complètement accrochés. Et on peut poster de temps en temps des réactions, des réponses, etc. Pourtant, c'est encore une fois, quand on est dépendant et que on a un usage trop excessif de ces réseaux sociaux, qu'il faut commencer à se poser les bonnes questions. Mais un sondage de l'année dernière, c'est assez récent, révèle que 67% des jeunes adolescents sont favorables à une interdiction pour les moins de 15 ans. Donc vous voyez, c'est quand même une sorte de santé morale qui existe quand même dans la jeunesse pour savoir que effectivement ils ne sont pas complètement esclaves. Et beaucoup de jeunes disent mais c'est vrai qu'il faut du dosage. Un jeune dit je m'oblige pas à y passer plus d'1 heure par jour. Vous voyez qu'ils sont capables de comprendre cette exigence de régler l'usage que l'on en fait. Et puis, le problème principal, c'est pour eux la peur de l'exclusion. Car s'ils ne sont pas sur des réseaux sociaux, ils se sentent isolés. Et donc, il y a un phénomène de masse, il y a un phénomène de classe presque. Et pour faire partie de leurs congénères, il faut qu'ils aient les mêmes modes de contact. Voilà pourquoi ça ne peut être que d'une façon imposée et globale qu'on puisse réduire cet usage des écrans. Ça ne peut pas être simplement par la décision des uns ou des autres. De fait, il y a aussi cette volonté, comme ça s'est passé en Australie, comme ça peut se passer en France très vite demain, cette volonté d'interdire les réseaux sociaux aux adolescents de moins de 15 ans. Voilà. Alors, les raisons, elles sont techniques, de fait, parce que j'ai signalé les inconvénients prouvés par des études sérieuses que les écrans finissent par produire sur les esprits jeunes. Il y a ces vulnérabilités sociales ou psychologiques chez certains qui, bien sûr, augmentent encore plus le danger. Parce que les risques sont là, mais on n'est pas égaux devant les risques, même pour les adultes d'ailleurs. On est plus ou moins fragile devant les risques que comporte l'usage des écrans. Mais en même temps, cette décision d'interdire, est-ce qu'elle ne doit pas aussi, est-ce qu'elle n'est pas finalement une sorte d'aveu d'impuissance face à ces groupes qui sont très puissants, on appelle ça les GAFAM, comment des réseaux sociaux qui existent à une échelle planétaire et qui ont des moyens considérables d'investissement, comment peut-on simplement par interdiction lutter? Est-ce que c'est pas le pot de terre contre le pot de fer? Est-ce que cette interdiction est suffisante? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle sera bien appliquée? Je doute que l'application soit très bien menée. Bien sûr qu'il faut, à côté de l'interdiction, il faut sans doute surtout penser au renforcement de la prévention
en expliquant bien aux jeunes ce que produisent, quels sont les effets des écrans que j'ai rappelés tout à l'heure. Le manque de sommeil, le manque d'attention, comment ça peut aussi provoquer des addictions beaucoup plus facilement, comment ça n'habitue pas les jeunes à bien gérer leurs émotions. Voilà, ce sont donc des défaillances par rapport à l'éducation pour lesquelles il faut qu'il y ait de la prévention. Et donc ça veut dire qu'il faut passer par une éducation au numérique. Pour l'instant, on utilise le numérique, mais on n'est pas éduqué au numérique. Et ça concerne d'abord les plus jeunes. Et dans une famille, je pense on peut très bien arriver à contractualiser les règles. Ça veut dire que les règles ne soient pas simplement imposées. Justement, j'ai parlé de ça dans l'autorité, la façon dont, de fait, il y a des situations où il faut savoir imposer. Mais pour cette question qui est très prégnante et qui finalement aussi laisse montrer que des écrans ne sont pas qu'inutiles. Les écrans ne sont pas inutiles, pas du tout. Ils ont une très grande importance pour la vie et ils en auront de plus en plus. Il n'empêche que ces règles sont nécessaires, mais elles doivent être contractualisées, c'est-à-dire vécues dans une discussion en famille. Il faut que ce soit une règle qui soit admise par tous, que ce soit l'usage de la télévision, d'un écran d'ordinateur ou même des portables de chacun. Et donc ça suppose des négociations, parce que de fait ça fait déjà naître des conflits. Il y a déjà des conflits qui s'originent uniquement dans cette culture numérique. Et donc ce sont des négociations, ce sont des grandes explications qui permettent d'avancer là-dessus. Et je vous l'ai cité, il y a des sondages qui montrent que les jeunes comprennent cela. Encore faut-il, pour ceux qui ne l'ont pas compris, qu'ils accèdent à ces informations correctes sur les conséquences de ce que sont ces écrans. Donc le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux en tant que tels, mais c'est la façon dont ils les utilisent. Parce que pour l'instant, c'est beaucoup un refuge. Surtout que les parents ne sont pas sur ces réseaux, ne les connaissent pas, il y a un langage qui n'est pas le leur, donc il y a un fossé qui se prépare et qui est déjà là entre les adultes et les adolescents. On n'est pas presque dans la même planète. Et voilà comment cette tendance de l'écran refuge, c'est quelque chose qui est un vrai poison, parce que c'est effectivement quelque chose qui fait du mal à l'esprit de famille, à la volonté de se rassembler, de se comprendre, de s'aimer, de faire circuler de la vie. Voilà, vous voyez que l'effort n'est pas encore justement absent. On ne peut pas simplement s'adapter sous la forme de laisser faire. Il y a à prendre ça en main de façon très sérieuse dans nos familles. Est-ce que finalement les sains moments de partage familiaux, vous le voyez bien, se déroulent beaucoup mieux sans les écrans? Et si de fait on peut se rassembler autour d'un même film pour en parler ensuite, voilà quelque chose qui peut contribuer à favoriser la cohésion familiale. Mais ça ne peut pas être fait de façon trop systématique. Ce qui fait du bien dans une famille, c'est de s'embrasser, de vivre de la tendresse, de jouer ensemble, de partager, d'avoir de ces bonnes discussions qui font tant de bien à toutes les générations. On apprend comme ça ce qu'est la loyauté, on apprend à porter ensemble des réussites ou des échecs, on apprend la patience, on se frotte aux autres, mais dans le réel, et non pas seulement à travers quelque chose de virtuel, comme ça se passe sur des écrans. Et surtout, la présence des parents enrichit cette connaissance des enfants. Les enfants ne sont pas éduqués dans leur coin par des influenceurs et des gens qu'ils fréquentent beaucoup sur des réseaux sociaux, mais ils reçoivent d'abord de leurs parents ce qui leur est nécessaire et même ce qui leur est dû. Alors bon courage dans ce combat, dans cette lutte et dans cette vraie appréciation qu'il faut porter sur l'usage de nos écrans.